Et en fait, ce débat est autour de cette revue que vous pouvez trouver à la librairie. Donc c'est une revue qui a été lancée ici même au 104, accueillie par le patron du 104, José Manuel Gonçalves, qui est à ma droite et qui nous fait la gentillesse depuis l'année dernière de nous accueillir, mais il avait déjà accueilli le lancement de cette revue du Crieur, dont le titre renvoie au logo de Mediapart, qui était inspiré du logo de la maison d'édition qui a précédé la découverte, la maison de François Maspero. Et donc c'est un crieur de journal qui a fait le lien entre les deux parents de cette revue, Mediapart, et les éditions La Découverte. Donc on a voulu faire une revue, 3 numéros par an. On en est au numéro 12, donc c'est fait 4 ans. Hein. Nous sommes dans la 4e année et on réfléchit d'ailleurs à comment encore mieux faire cette revue qui a son site que vous pouvez trouver, qui est en librairie et dans les relais, et qui est une revue donc d'enquête sur les idées et la culture, sachant que 2 à 3 de ces enquêtes se retrouvent sur le site de Mediapart. Et évidemment, c'est en complément, mais sincèrement, abonnez-vous. Donc, un travail indépendant d'investigation. Ce n'est pas le blablabla, ce n'est pas les commentaires, ce n'est pas le regard d'en haut avec un brin de plume. Il y a toujours du travail d'enquête. Alors, on va l'illustrer avec 3 exemples, mais avant de ça, c'est Manuel, je voulais, comme on avait lancé ça ici, vous demander, en tant que professionnel de la culture, votre regard sur cette revue, aussi impitoyable soit-il. Bonjour à tous, merci Edoui. Oui, j'avais eu l'occasion effectivement d'un échange avec Joseph, parce que je lui disais que je trouvais à la fois essentiel qu'il y ait cette opinion qu'elle puisse s'exprimer, mais je lui disais combien j'étais pas d'accord avec une bonne partie du travail qui avait été mené. Mais c'est justement ce qui était intéressant, c'était au fond de pouvoir échanger ce sur quoi nous n'étions pas d'accord. Et c'est bien là aussi le sens d'un débat. Ce n'est pas l'idée de se conforter chacun dans ses idées, mais pouvoir échanger au fond sur nos pratiques et nos idées. Et ce travail je dirais, volontaire de Joseph et de l'ensemble de l'équipe est absolument essentiel. Et c'est vrai que cette revue, moi je vais y piocher de manière tout à fait irrégulière. Je vais y piocher des idées, quelques contradictions avec des pratiques qu'on peut avoir ici au 104, sachant qu'il est vrai que je m'appuie peu sur les enquêtes concernant au fond les pratiques culturelles. Quand je dis peu, ça ne veut pas dire pas, ça veut dire peu. Au fond, souvent, je m'intéresse à la traduction de ces enquêtes, souvent par des gens qui les traduisent pour moi et pour nous. Et c'est à partir de cette traduction, à partir du moment où ça crée au fond un peu de pensée, et nous essayons nous ici de les traduire tout de suite en action, c'est à partir de là, je peux dire, on a un intérêt pour ces enquêtes, mais moi au fond, souvent, comme j'ai tendance à vouloir traduire tout de suite les choses en action, je ne sais pas trop comment ça peut impacter tout de suite l'action. Alors j'attends souvent de ceux qui savent manier ces chiffres et les traduire en pensée, que ce soit traduit en pensée pour pouvoir après les mettre à l'œuvre. C'est ainsi que j'ai le rapport souvent avec la revue en fait. Alors nous, en complément et en écho, nous en fait, dans l'idée de la revue, on était parti de l'idée qu'au fond, il y a dans la presse et les médias traditionnels, il y a une forme à la fois de consanguinité et de clientélisme qui fait qu'il y a très peu d'enquêtes indépendantes sur des institutions culturelles. Il y en avait une qui avait été faite au début sur la Villa Médicis à Mediapart. C'est-à-dire que, voilà, d'une certaine manière, nous, on est dans cette revue aussi, dans ce registre, porter la plume dans la plaie. Alors, évidemment, ça dérange, reste à savoir si à chaque fois c'est rigoureux, c'est précis. Mais pour qu'on réagisse, je propose d'illustrer tout de suite, et en commençant par, donc, dans le dernier numéro, le numéro 12, une enquête donc, de notre confrère Jean-Marie Durand,
qui était aux Inrecuptibles avant, et qui a fait une enquête. Et Jean-Marie, j'aimerais que tu expliques l'idée de cette enquête parce que c'est pas le clash des talk-shows, c'est l'idée qu'au fond, le monde des talk-shows, le monde du blablabla, du commentaire, aurait déteint sur le milieu intellectuel lui-même. Hein, le titre, c'est « Nom d'oiseau et vacherie entre intellos », et qu'au fond, il n'y aurait plus la dispute entre gens qui échangent des arguments, mais en fait, comme on le voit sur les plateaux, ou la mise en scène récente avec Monsieur Zemmour discutant avec quelqu'un d'autre du Grand Remplacement comme une vraie discussion intellectuelle et pas comme une théorie meurtrière. Donc voilà, quelle a été l'idée dans cette enquête? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Évidemment, on a parlé pendant 1 heure là, des violences policières, donc arriver avec une petite enquête sur les violences dans le monde intellectuel, ça peut paraître un petit peu, comment dire, un peu anecdotique ou genre un peu mineur. On n'est pas dans le même registre de violence, j'en ai conscience. En même temps, si vous voulez, l'idée de mon enquête était quand même fondée sur une idée que j'ai, je pense, forte en moi, qui est que malgré tout, les violences dans le monde intellectuel sont aussi le symptôme d'une époque, d'une climatologie de la conversation, comme je le dis, et qui me semble assez édifiant aujourd'hui. Alors, évidemment, pour peut-être rappeler ce qui a construit l'idée de cette enquête, c'est qu'en fait, je travaille en ce moment sur une enquête plus large, pour un livre sur le monde intellectuel au sens large, et j'étais très frappé cet automne, un peu naïvement, en observant les débats ici ou là, sur les réseaux sociaux évidemment et ailleurs, d'une certaine violence réactivée assez forte au sein même du monde universitaire. J'étais très frappé par les mots échangés, assez violents, qui évidemment font écho à ce que nous tous, dans le débat public, on observe tous les jours. On voit bien que le débat public aujourd'hui est déterminé par ce que Christian Salmon, qui collabore d'ailleurs à Mediapart, appelle en ce moment, vient d'appeler dans un livre qui s'appelle l'ère du clash. On voit bien que c'est une nouvelle manière aussi de converser, de s'adresser à l'autre, qui est fondée sur un nouveau modèle narratif. Christian Salmon, lui, indexe cette ère du clash à un champ politique, puisque lui, il indexe ça notamment à l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis comme une manière un peu différente, nouvelle, de faire du récit et faire de la politique, de manière beaucoup pulsionnelle, beaucoup plus violente verbalement, par opposition à ce que Obama incarnait. Donc, si vous voulez, cette ère du clash, on en est tous conscients, on le voit tous les jours sur les plateaux télé, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Je pense que quelqu'un comme Audrey Plenel doit être un peu conscient de ce problème-là lui-même dans son activité. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le monde universitaire, intellectuel, dont naïvement je pensais qu'il pouvait être un petit peu préservé d'une certaine manière de cette pulsion comme ça, un peu agressive, pouvait être préservé. Et en fait, non. Alors, je précise quand même méthodologiquement que j'ai conscience que cette hypothèse est à la fois fragile et naïve. Fragile dans le sens où, faisant mon enquête, rencontrant beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires, j'en ai rencontré quand même une vingtaine, une trentaine pour discuter de ce problème-là, j'ai bien senti que mon hypothèse était validée par beaucoup, mais pas par tous. Donc de cette manière, j'ai aussi été amené un peu à relativiser, même à déconstruire mon hypothèse. Et quand je dis qu'elle est naïve, c'est qu'aussi, quand je dis que mon hypothèse est naïve, c'est que j'ai conscience aussi du fait que, évidemment, la violence dans le monde intellectuel, elle n'est pas complètement nouvelle, et même pire que ça, elle est constitutive même de la vie des idées, qui est forcément un champ de lutte, et depuis toujours, j'évoque dans mon article un colloque qui était transformé en livre de Patrick Boucheron et Vincent Zoulet, qui s'appelle Le mot qui tue, qui est un colloque d'historiens il y a quelques années, sur précisément ce qu'on appelle les incivilités cognitives, c'est-à-dire les violences au sein du monde intellectuel, qui datent de l'Antiquité, de l'humanisme. Pétrarque parlait d'une arène injurieuse. Donc si vous voulez, cette manière d'imaginer que la vie des idées serait complètement préservée d'une forme d'agressivité ou de lutte, est évidemment naïve, et j'en ai conscience. Mais, c'est ce que j'ai voulu interroger quand même, il m'a semblé que ce moment qu'on est en train de vivre en ce moment était un peu nouveau quand même, dans sa forme, dans ce qu'il traduit à la fois du monde social et du monde intellectuel lui-même. Donc je suis un peu parti sur cette idée, à partir d'exemples précis, pour essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, les universitaires, qui sont aussi beaucoup fragilisés, notamment politiquement, je veux dire par une politique gouvernementale assez dure contre l'université depuis très longtemps, et depuis la loi Pécresse de 2007, mais même avant, on voit bien qu'aujourd'hui, la politique menée pour l'université est vraiment extrêmement difficile, dure, violente,
et a comme effet, entre autres, de précariser beaucoup d'universitaires. On le sait, l'université aujourd'hui détruit beaucoup d'énergie dissidente au sein même de l'université, qui n'ont plus les moyens, les ressources, qui vivent extrêmement mal. On sait qu'un chercheur sur deux aujourd'hui vit dans la précarité. Donc ça, c'est une question politique très très forte, qui est évidemment dans le monde intellectuel un peu connue, mais j'ai l'impression pas tellement connue du monde de l'opinion publique en général. C'est ce qui m'a frappé dans l'enquête, c'est qu'on part sur cette idée du clash, des noms d'oiseaux, et on arrive à cette phrase, enfin ce constat: les violences silencieuses sont peut-être la pire des violences intellectuelles. C'est-à-dire que la pire des violences, c'est au fond l'oubli, c'est au fond la non-visibilité, qui va avec la précarité. D'ailleurs, il y avait eu tout un travail de 2 chercheuses qui montraient, c'était déjà il y a une dizaine d'années, la précarité de la recherche, et qui faisait qu'on pouvait travailler des années dans des conditions matériellement très précaires et finalement être condamné à une forme d'invisibilité, quelle que soit même l'originalité de son travail. Tout à fait, et c'est vrai que c'est une manière finalement pour le coup, de déconstruire un peu mon hypothèse, c'est de dire que peut-être la pire des violences aujourd'hui dans le monde intellectuel, au-delà de l'agressivité, du fait comme ça de s'insulter, de s'injurier, et parmi même des grandes figures intellectuelles elles-mêmes, entre elles. Je veux dire, Patrick Boucheron, l'historien connu, s'est fait traiter d'un historien pour les nuls par son collègue du Collège de France, Souaimé Amiam. On en est là. Enfin, et je ne parle même pas des noms d'oiseaux qui circulent de tous côtés. Mais en effet, cette violence silencieuse, elle est peut-être la pire parce qu'elle a une manière finalement alors pour le coup, de délégitimer complètement, de déconsidérer le travail intellectuel en tant que tel, dans la mesure où finalement on n'y fait pas attention. Et donc l'indifférence, la manière de négliger ce travail, de les oublier, est peut-être une des pires. Et c'est vrai que c'est le sociologue Bernard Lahire qui explique ça aussi très bien dans une enquête qu'il avait faite là-dessus aussi. C'est qu'il dit que le pire finalement des violences, c'est le silence, mais c'est aussi les bruits de couloir, le fait justement de ne pas faire attention à l'autre, de masquer un travail, voire de ne pas le citer. Donc c'est ces violences aussi symboliques, secrètes, qui sont peut-être les pires aujourd'hui en fait. Alors José Manuel, je voulais faire réagir. La fin de l'enquête dit qu'en fait, je cite, ce serait le mieux plutôt que de résumer, le ton guerrier n'est peut-être au fond que l'écho d'une tonalité groggy, l'excitation du langage, celui d'une panne de l'inventivité. Alors, je voulais poser la question parce que ici, et le 104 est une formidable réussite sous votre direction, et l'inventivité est là. Donc la panne d'inventivité, comment vous voyez ce mot, cette expression? Ça veut dire que nous aurions une focale qui ne verrait qu'un monde intellectuel assermenté, d'où est exclue la création intellectuelle artistique, d'où est exclu tout ce que dans ce lieu populaire, il se passe toutes sortes de créativité et d'inventivité. Donc, où est le curseur? Je voulais vous faire réagir là-dessus. Je crois que là aussi, c'est une observation qui est faite par des gens comme nous et qui, au fond, constatant que ceux qui ont à mettre en œuvre, au fond, des actes et des pensées artistiques et culturelles, au fond, sont dans une forme de reproduction et donc il y a une forme d'échec. Après, si on déplace effectivement les choses et si on considère, parce qu'on a tendance, au fond, au départ, à considérer que l'inventivité doit venir de celui qui est au sommet de la pyramide. Si on considère que les inventivités, elles peuvent surgir d'ailleurs et que la question après, c'est de les faire remonter à la surface et de leur donner une visibilité, eh bien l'inventivité, vous la voyez tous les jours. Et c'est ça la différence. Aujourd'hui, on continue d'observer, parce que quand on regarde, on continue d'observer au fond ceux qui sont spectateurs et ceux qui provoquent, au fond, je dirais, les formes, que ce soit au fond les idées ou que ce soit les formes artistiques. Et c'est à partir de là qu'on observe les choses. Et donc, il y a toujours cette question qui est ceux qui proposent et ceux qui assistent. Si on considère qu'au fond, cette fonction-là, ce rapport-là, peut un peu bouger et qu'on peut trouver des surfaces, au sens littéral du terme, comme ici, mais ailleurs aussi, trouver des surfaces d'expression, et si on regarde vraiment à cet endroit-là, on se rend compte que les inventivités, elles existent. La difficulté, c'est que notre système de révélation et de visibilité, il ne permet pas à ces visibilités d'exister. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où celui qui est le détenteur, au fond, de ce que doit être la créativité, qui la représente à un moment en dirigeant un établissement, une structure, une association et autres, c'est pas lui qui est
il doit à un moment s'effacer devant cette inventivité-là pour la laisser se faire constater par les gens eux-mêmes, vous êtes dépossédé d'une légitimité. Et ce risque-là, il est grand. Donc on n'a pas envie d'être dépossédé de ça. Et c'est ça qui fait que du coup, on fait une fausse analyse de l'inventivité de la société. Elle existe. Vous le voyez bien au travers de votre revue. C'est évident. Et au travers, évidemment, du site et de Mediapart. C'est une évidence. La seule chose, c'est comment on rend visible. Et puis, je n'amoindris pas du tout mon importance dans le dispositif, ou de ceux comme moi qui à un moment déclenchent les choses et qui sont supposés représenter la créativité. Elle l'est. Simplement, elle est moins en imposition et elle est moins en affirmation, elle est plus en suggestion. Et elle est à aider la révélation de ces surgissements qui peuvent ou pas durer. Le problème qu'on a, c'est celui aussi de la durée. C'est-à-dire qu'on considère comme créatif quelque chose qui va se reproduire. Mais il y a des inventivités, des créativités qui surgissent, qui sont éphémères et qui sont tout aussi pertinentes dans leur mouvement. Et c'est ça qu'on n'a pas capacité à révéler. Oui, je veux juste réagir là-dessus. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'inventivité dans le monde intellectuel, elle existe, et j'en suis convaincu. Les éditeurs qui travaillent pour ça, des revues, on en voit beaucoup, on en lit énormément, mais j'en suis conscient, et même l'un de mes missions, si je peux dire, c'est d'essayer de traduire, de faire remonter. Ce que je voulais juste dire par là aussi, peut-être, c'est que cette inventivité, elle est difficile aujourd'hui, en effet, à rendre évidente, à rendre visible, parce qu'on est dans un moment aussi où les grandes figures, on le sait très bien, du monde intellectuel français ont disparu, donc les grandes figures comme ça, tutélaires, ne sont plus là. Du coup, il y a une sorte de nouvelle génération qui émerge, voilà, avec plein de talents incroyables, mais sans figure du commandeur. Voilà, il n'y a plus les grandes figures maintenant qui déterminent un monde intellectuel comme les années 70 ou même 80, même 90 jusqu'à Pierre Bourdieu de sa manière le faisait. Aujourd'hui, on est dans un moment nouveau où il y a évidemment beaucoup de courants comme ça qui s'entremêlent, qui discutent même en dehors même du champ universitaire, en porosité avec le monde social, avec le monde artistique, avec le monde militant, évidemment, et ça crée comme ça des dialogues, des discussions qui, à mon avis, aujourd'hui, régénèrent énormément le débat intellectuel, et je pense que ça, c'est très important. Il y a un côté gilet jaune du monde intellectuel, hein, auto-organisation et pas de porte-parole auto-proclamé, hein, pas de représentant. Alors, on continue un peu l'inventaire, la curiosité, avec un autre registre. Là, on est le 23 mars, il y a 2 anniversaires. On le pensait tout à l'heure avec un spectateur. Au moment du débat sur les violences policières, on pensait au 23 mars 79. Alors, il faut être un peu vieux pour s'en souvenir. C'était les sidérurgistes qui débarquaient à Paris à partir du moment où on fermait Usinor à Denain. Et ça avait fait autrement de dégâts que samedi dernier. Hein, juste pour rappeler quand les sidérurgistes se battaient pour leur histoire. Mais là, il y a un autre anniversaire, c'est demain, 24 mars 1999, ça fera donc 20 ans, c'était la guerre du Kosovo, l'offensive lancée sous bannière de l'OTAN, hein, dans le cadre de la politique de la Serbie, dans le cadre de la crise yougoslave au Kosovo. Jean-Arnaud de Reims est un partenaire de Mediapart. Il anime le Courrier des Balkans. C'est un des meilleurs connaisseurs de la zone. Et il publie régulièrement sur Mediapart. Et avec son complice Laurent Gélin, dans ce même numéro, Kosovo, les fantômes d'une guerre de gauche, il fait un retour sur les fractures, les ruptures, les évolutions de ce qu'a signifié cette guerre. Et j'y pensais même avec un peu de sentiment en dialoguant amicalement avec Régis Debray, puisque tu fais allusion à nos débats de l'époque, qui prouvent que, par ailleurs, donc il peut y avoir des divergences qui n'empêchent pas la complicité. Hein, voilà. C'est sûr, à toi, sûr. Jean-Arnaud, pour résumer un petit peu la démarche d'enquête sur un passé et plutôt, on pourrait dire, le présent de ce passé. Oui, tout à fait. Merci, Edoui. Non, je dirais, effectivement, moi, je travaille comme journaliste pour Mediapart, pour le Courrier des Balkans et quelques autres médias dans les Balkans. Je suis l'actualité, les évolutions, les convulsions de cette région du monde. Il y a 20 ans, le 23 et le 24 mars 1999, j'étais à Pristina au début des bombardements. Et alors les anniversaires, ça sert jamais à grand chose. Enfin si, quand on reçoit des cadeaux, c'est toujours bien. Mais bon, c'est un prétexte, rien d'autre qu'un prétexte. Mais avec effectivement mon collègue Laurent Gélin, ça nous semblait important d'utiliser ce prétexte. Oui, ça nous semblait important d'utiliser ce prétexte pour reposer toute une série de questions
qui ne se posent pas, de rappeler des sujets qui ne font plus débat, alors certainement qu'ils devraient faire débat. L'envie d'écrire cet article, elle est partie de deux constats. L'un, c'est que dans ces polémiques intellectuelles que tu évoquais, les questions internationales qui étaient très présentes encore il y a 20 ans le sont de moins en moins. Depuis 20 ans, les guerres, les conflits, les interventions internationales n'ont pas manqué. Mais enfin, je ne pense pas que l'intervention française au Mali suscite énormément de débats politiques ou intellectuels. Bien sûr, sur d'autres conflits, on pourrait citer l'intervention en Libye ou même la guerre en Ukraine. Il y a eu quelques prises de position souvent assez caricaturales d'un côté comme de l'autre, comme si chacun devait marquer, disons, son territoire idéologique en réaffirmant quelques fondamentaux. Mais toutes ces questions de politique internationale ont très largement disparu du débat intellectuel, mais aussi, bien sûr, du débat politique. Je pense justement les interventions que je viens d'évoquer, elles ont quasiment toutes fait consensus sans débat entre les partis de gouvernement, que ce soit la droite, le Parti socialiste ou ce qui a pu suivre. Le moment de la guerre du Kosovo, qui vient pour le coup parachever une séquence qui est toute celle de l'éclatement sanglant de la Yougoslavie tout au long des années 90, c'est certainement un des derniers grands moments de débat politique et intellectuel, ou en tout cas de débat intellectuel, de débat politique, c'est peut-être un petit peu moins sûr, je vais y revenir, sur des enjeux internationaux. Donc on partait de ce premier constat-là, en essayant d'interroger pourquoi est-ce que ces questions ne font plus débat. Est-ce qu'il y aurait plus besoin de débattre? Est-ce qu'il y aurait un consensus naturel définissant? Enfin, est-ce que les questions de politique internationale ne seraient plus des sujets dont les citoyens doivent s'emparer dans leurs discussions? Ça, c'était le premier constat. Le second constat, ou constat et demi, c'est que cette guerre du Kosovo, on l'oublie un petit peu, c'est un point de rupture majeure dans l'approche des questions internationales. Pas seulement parce que c'est la plus grosse intervention de l'OTAN qui se déroule effectivement sans mandat des Nations Unies. C'est même pas trop ça la question. C'est que cette guerre du Kosovo a déterminé les cadres fondamentaux des conflictualités internationales depuis. L'affrontement réel ou un petit peu exagéré, théâtralisé, disons, entre la Russie d'un côté et puis de l'autre, quelque chose qu'on a du mal à définir, les États-Unis, l'Europe, est-ce qu'il faut dire encore le monde occidental, comme on le disait, du temps de la guerre froide. Enfin, tous ces mots, tous ces concepts ne sont pas définis, ce qui est une partie du problème. Mais en tout cas, cette conflictualité qui est évidente, sa racine, elle se trouve dans la guerre du Kosovo. Et ceux qui l'assument pour le coup totalement, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui, sur toute une série d'autres conflits, plaque en permanence, réutilise des arguments utilisés à propos du Kosovo, quitte à jouer, parce que parfois M. Poutine peut être un petit peu, a pas mal d'humour en réalité, quitte à reprendre comme un reflet inversé des arguments utilisés par les Occidentaux lors de la guerre du Kosovo. Ce qui montre bien comment cet événement reste structurant de notre présent, de ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour le coup, le problème, et c'est là on en revient au premier constat, c'est que tout cela ne fait plus véritablement débat. Un autre élément, c'est l'élément de demi-constat supplémentaire, c'est que cette guerre est très particulière, bien évidemment, parce qu'elle arrive après tout ce qui s'est passé au préalable en Bosnie-Herzégovine et dans l'ensemble du processus d'éclatement, mais c'est tout de même un moment de préfiguration d'une sorte de consensus quasi universel. On titre l'article de manière un peu ironique, une guerre du centre-gauche. Il faut quand même rappeler que lorsque l'OTAN lance ses bombardements, il y a des gouvernements sociodémocrates à peu près partout en Europe. Et il y a même, pour le coup, au pouvoir dans les pays de l'OTAN, participant aux coalitions gouvernementales, des forces politiques qui sont a priori, par leur culture, très anti-interventionnistes ou très anti-atlantistes. Lors des bombardements de l'OTAN, le Parti communiste français était au gouvernement. Et apparemment, ça n'a pas posé de problème particulier. Les Verts étaient au gouvernement en France comme en Allemagne. Et on sait même que Joschka Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères vert à l'époque de l'Allemagne, a été un des grands défenseurs de la justesse politique et morale de ces bombardements. Comme si toute une série de questions, notamment le fait que l'OTAN, on peut
on peut avoir différentes opinions sur l'OTAN. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'OTAN. Mais l'OTAN n'est pas un instrument neutre. C'est quelque chose qui a une histoire, qui s'inscrit, qui a un projet politique. Mais c'est comme si cela ne devait plus faire l'objet de débats au nom d'arguments moraux. Et Dieu sait que les arguments moraux ont été beaucoup utilisés dans cette guerre et que dans les relations internationales ou dans le débat public, je pense que les arguments moraux sont souvent les pires arguments possibles parce que l'argument moral est souvent ce qui permet de fermer le débat et d'empêcher de poser des questions qui peuvent éventuellement être un petit peu plus compliquées, un petit peu plus complexes. Donc dans l'article, ce qu'on essaie de faire, c'est de revenir sur ce passé, somme toute, assez relativement récent. 20 ans, c'est bien sûr peut-être déjà sorti des mémoires de certains, mais enfin, c'est quand même pas si vieux que cela. Ou dire ça, ça veut dire que je vieillis moi-même et que je me revois il y a 20 ans au Kosovo. Mais de comprendre aussi que ces débats ou l'absence de débat, c'est des choses qui continuent à être, je dirais, des angles morts de la discussion publique aujourd'hui encore, en 2019. Alors, sur un angle pas mort du tout, mais très vivant, j'avais une question par rapport à cet article. Et évidemment, tu l'évoques, mais que tu l'expliques un peu sur... Il y a plein d'aspects. Hein. Il y a l'aspect intervention de l'OTAN, accord de l'ONU. Il y a l'aspect onde de choc, je dirais, depuis la fin de l'Union soviétique et le démembrement de la Yougoslavie. Tu le rappelles, ça vient après la Bosnie-Herzégovine, etc. Mais bon, il y a tous ces aspects-là et il y a des débats au sein des gauches et du monde intellectuel. Mais au moment de cette guerre, surgit une figure intellectuelle dans une revue intellectuelle, la revue Le Débat, publiée aux éditions Gallimard, qui, sous la plume de quelqu'un qui n'est pas... qui est présenté comme l'analyste intellectuelle pertinente, Elisabeth Lévy, qui aujourd'hui fait la revue Causeur, et qui part en guerre. Et j'aimerais elle ne part pas en guerre sur le débat, uniquement l'OTAN, etc. C'est-à-dire qu'on est en clair, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'à ce moment-là, on voit naître une figure d'un néoconservatisme à la française, qui n'est pas le néoconservatisme démocrate américain, interventionniste, etc., qui est le néoconservatisme que l'on a vu se déployer partout, avec toutes les unes sur les musulmans, en clair, hein, et toutes les obsessions islamophobes. Alors, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que nous, il y a dans ton article ce néoconservatisme de la morale interventionniste, etc., mais il y en a un autre qui surgit, hein, et qui, au fond, qui prend prétexte de cette histoire, parce qu'au fond, au Kosovo, c'est des musulmans. Je crois que le fond du problème, c'est que les arguments moraux, n'étant pas des arguments, mais étant des jugements, favorisent les réactions immorales. C'est ça le fond du problème. Quand face à un problème, quel qu'il soit, on oppose des arguments politiques, historiques, rationnels, on ouvre le débat. Si on oppose un argument moral, il n'y a plus de débat. Le débat est tué. Et du coup, si, pour des raisons X ou Y, on n'accepte pas ces arguments moraux, ou on pense qu'ils ne résument pas tout, on ouvre ipso facto la porte à ce qui va être le reflet de l'argument moral, c'est-à-dire des arguments totalement déviés, manipulés et, laissez-moi utiliser l'expression, immoraux. Et c'est un petit peu ce que fait Elisabeth Lévy dans cet article, effectivement, de l'été 99, ou de l'automne 99, quelques mois après les bombardements, où il y a eu, dans cette surenchère moraliste et émotive et émotionnelle, une surévaluation, bien évidemment, notamment dans les télés ou ailleurs, de ce qui s'était passé au Kosovo. Cette surévaluation étant d'abord, il ne faut jamais l'oublier, le résultat des fake news. Ça, c'est un terme moderne. À l'époque, on disait juste des fausses informations distillées par l'OTAN qui, comme n'importe quelle structure en guerre, avait une propagande de guerre. Et dans une propagande de guerre, on dit bien sûr des choses qui ne sont pas vraies. La Serbie faisait de même. Ça fait partie de la guerre, ce genre de choses. Et donc, les dirigeants de l'OTAN, des pays de l'OTAN, ont dit des choses qui ont surévalué les massacres en cours pour justifier la guerre, ce qui était, passez-moi l'expression encore une fois, de bonne guerre dans ce contexte particulier. Mais face à cela, Elisabeth Lévy a entrepris un travail de déni où, grosso modo, les uns disent il y a eu
plus de morts qu'il n'y en a eu, et elle va tout remettre en cause. Et cette remise en cause générale, qui est un travail qui n'est pas du tout ni un travail de journaliste, ni un travail d'historien, mais qui par certains côtés, je vais employer un mot très fort, un petit peu inapproprié, mais qui s'apparente par sa logique intellectuelle à du négationnisme. Le terme est exagéré dans le cas d'Elisabeth Lévy. Je tiens à le souligner, il faut donner au sens leurs mots et pas non plus exagérer le sens des mots ou utiliser des mots inappropriés. Mais effectivement, de ce point de vue-là, puisque le débat politique n'avait pas été possible, on a vu apparaître dans ce manque de débat de nouvelles configurations idéologiques et notamment cette grande question, une fois qu'on avait dit ou pas dit tout ce qu'on aurait voulu dire, on en revenait à des sortes de fondamentaux qui étaient que les Américains auraient soutenu des musulmans. Et c'est effectivement à partir de ce point d'accroche-là que des discours dépassant très largement le Kosovo ont pu se construire, essayer de trouver une cohérence intellectuelle que l'on retrouve bien évidemment aujourd'hui encore dans toute une série d'autres contextes internationaux. Merci. On va finir, et avant de vous donner la parole, avec le troisième exemple et qui va permettre à José Manuel de réagir, parce que le troisième exemple d'enquête, qui est donc l'enquête de notre confrère Michael Correia, qui est aussi l'auteur d'une histoire populaire du football à la découverte, qui est un livre de référence sur un thème que beaucoup de journalistes de Mediapart connaissent très bien. Moi, je suis nul, mais heureusement, il y en a d'autres qui s'en occupent. Mais nous faisons beaucoup de révélations. Vous avez vu aujourd'hui, hein, on a fait des révélations sur le PSG, hein, pour ceux qui suivent un peu. Voilà. Mais donc, Michael, dans le numéro précédent, le numéro 11, a fait une enquête qui, elle, ce que je sais déjà, j'en ai entendu un peu parler, a fait beaucoup de remous. Il a montré, c'est une enquête sur tous ces lieux, souvent des squats, des lieux appropriés collectivement dans des occupations illégales, qu'au bout d'un moment, les collectivités locales, dans des partenariats publics-privés, décident de construire, au fond, en lieu culturel, mais en lieu culturel qui aurait un lien avec leur histoire précédente, un peu alternative. C'est par exemple, et c'est là où les responsables m'étaient tombés dessus à cause de cette enquête, et donc, par exemple, la friche de la Belle de Mai à Marseille est un exemple de ça, hein, des anciennes usines de la CEITA, immense dispositif. Et donc, Michael a un peu déniaisé tout ça, en montrant que derrière cette valorisation, et qui en même temps fait que ce sont des lieux fréquentés, populaires, et il s'y passe plein de choses, l'hypothèse, enfin la conclusion, la démonstration de son enquête, bien résumée dans le sous-titre, c'est quand l'attelage public-privé fabrique la gentrification. Donc, Michael va expliquer, mais j'aimerais avoir la réaction de José Manuel après. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de ne pas être trop méchant, mais je vais quand même l'être un petit peu. C'est vrai que le départ de l'enquête, je pense qu'elle part d'une expérience partagée qu'on a de plus en plus en tant que Parisiens et Parisiennes, en tant que Franciliens et aussi de plus en plus en tant qu'habitants des grandes métropoles en région. Donc c'est cette question des friches culturelles qu'on pourrait qualifier de juste, on va dire, d'anciens espaces industriels qui ont été reconvertis en lieux culturels. Déjà le 104, donc c'est un des espaces pionniers en tant que friche culturelle ici sur Paris. Il y a aussi la Bellevilloise, je vous en parlerai longuement, j'en parle longuement dans l'enquête, qui est aussi une des grandes figures de proue de ce type d'espace-là. Je reviens aussi sur un autre phénomène qui est aussi de l'ordre de la friche, mais qui est plutôt ce qu'on pourrait appeler les friches temporaires ou les friches éphémères. C'est un vrai phénomène massif aujourd'hui à Paris. Rien que pour vous donner un petit chiffre, depuis 2012, on en a recensé à peu près 80. Il y en a encore une quarantaine qui sont en activité aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est structurant à la fois dans le paysage urbain aujourd'hui, dans le Grand Paris, et c'est aussi quelque chose qui est très structurant, enfin de plus en plus, dans l'offre culturelle parisienne, quoi. Du coup, l'enquête... Enfin, et aussi pour terminer, c'est le lac, que ce soit les friches temporaires ou les anciens bâtiments industriels réhabilités en espace culturel, il y a vraiment, on va dire, tout un corpus de mots, tout un répertoire qu'on retrouve assez régulièrement. Ça peut être des lieux qui sont des nouvelles fabriques de la ville, des espaces éco-solidaires, enfin éco-responsables et solidaires, pardon, des espaces d'utopie concrète. On retrouve comme ça, c'est quelque chose que je travaille un peu dans l'enquête, déjà tout ce même corpus, tout ce même marketing, on va dire,
qui est relativement mis en avant. Presque intéressant, quand on est journaliste justement, c'est de gratter derrière ce vernis-là pour voir ce qui se trouve. Il y a peut-être 3 points que j'ai envie que vous reteniez. Le premier, c'est la question de qui sont les acteurs culturels qui mettent en place ces friches. Il y a 3 grands groupes ici sur Paris qui ont une certaine hégémonie, on va dire, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de petit empire économique derrière. La première société, elle s'appelle Cut Place, donc c'est les gens qui possèdent la Bellevilloise. Et ça a été mis en place, enfin, elle est dirigée par 2 personnes, 2 entrepreneurs assez ambitieux. C'est Renaud Barillet, donc, qui est le PDG et le fondateur de la Bellevilloise, et une autre personne qui s'appelle Fabrice Martinez, qui a été le directeur de la publicité pour le groupe Canal+ et pour Nike. Donc ces 2 personnes-là ont investi la Bellevilloise. C'est aussi eux qui possèdent, donc, juste à quelques encablures d'ici, la Rotonde, qui est vraiment située donc, sur le bassin de la Villette. Le lieu s'appelle le Grand Marché Stalingrad. C'est aussi eux qui possèdent la petite halle au sein de la Villette. C'est un espèce de petit restaurant qui fait aussi scène jazz. Alors depuis peu, ils possèdent aussi les magasins généraux. C'est vraiment à l'entrée de Paris, sur le canal de l'Ourcq à Pantin. Et les magasins généraux, c'était les anciens greniers de Paris. C'est là qu'on stockait le charbon et les farines qui venaient sur la capitale. Ils ont aussi depuis peu la General Electric, donc, qui est juste à côté de la mairie du 11e. Ils ont aussi mis la main, fait main basse sur la piscine désaffectée de Saint-Denis, qui est un grand lieu populaire, mais ils vont en faire une espèce d'auberge de jeunesse un peu hype et avec des activités culturelles. Ils ont aussi la gare de Montrouge sur la petite ceinture. C'est un lieu qui s'appelle Le Poinçon. Bref, il y a déjà cette petite hégémonie qu'on peut un peu dessiner. Le deuxième acteur, c'est encore une fois, on est vraiment dans le quartier aussi pour ça, c'est les gens qui ont inventé le concept de ground control. Donc c'est une société qui s'appelle la Lune Rousse et qui depuis quelques années s'est fait une spécialité, c'est de faire des bars éphémères dans des friches qui appartiennent à la SNCF. Donc juste ici à côté vers la Chapelle. Pendant 2 ans, c'est une opération qui s'appelait donc Grand Contrôle après Grand Train. Il y a eu pendant tous les étés quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné, qui a été ce bar-là. Aujourd'hui, c'est des gens qui depuis 2017 sont installés à côté de la gare de Lyon, dans un espace qui s'appelle la halle Charolais, pardon. Et qui est à peu près, dont l'objectif est de rassembler à peu près 1 million de visiteurs par année, quoi. Pareil, cette personne-là, donc, qui s'appelle Denis Lega, c'est le propriétaire de cette entreprise. C'est quelqu'un aussi très particulier parce que il s'est fait une spécialité, c'est vraiment les événements, l'événementiel pour les sociétés privées. C'est quelqu'un qui a par exemple fait la nuit de la 4G pour SFR au Grand Palais. C'est quelqu'un qui a fait aussi un bar, enfin tout l'événementiel pour le groupe Bernard Ricot dans un salon à Las Vegas. C'est quelqu'un qui fait aussi les soirées événementielles pour Bouygues Bâtiment. Bref, pour quelqu'un qui se dit faire des événements à teneur solidaire et éco-responsable, voilà, il y a une double vie à côté qui est assez particulière. Et le dernier, qui est un peu mon préféré, c'est la personne qui détient la recyclerie, qui est aussi pas très loin d'ici, porte de Clignancourt, qui s'appelle donc Stéphane Vatinel, et dont la société s'appelle Signy Induco. Alors c'est quelqu'un de particulier aussi, c'est une grande figure du milieu de la nuit. C'est la personne qui possède la machine Moulin Rouge, qui est la grande discothèque techno à côté de Pigalle. C'est quelqu'un qui a fondé le Glazart aussi, et qui a coquiné avec quelqu'un de très particulier pour financer ses écolieux, encore une fois, culturels. C'est quelqu'un qui s'est coquiné avec Olivier Lafont, qui est un millionnaire qui est connu pour être un grand magnat de l'immobilier. C'est lui qui a notamment construit le centre commercial Bercy 2, Vélizy, plan de campagne au nord de Marseille. Ouais, c'est un bétonneur extrêmement connu dans le milieu du BTP et qui finance tous ces écolieux. Le dernier espace sur lequel a fait main basse Stéphane Vatinel, c'est un espace qui s'appelle la Cité Fertile, qui appartient aussi à la SNCF. C'est pas un hasard, je vous expliquerai après, et qui est situé porte de Pantin, enfin sur Pantin, pardon. Donc ça, c'est déjà un peu pour une première géographie de qui détient ces lieux-là. On se rend compte que c'est déjà pas anodin, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont ces lieux-là. Le deuxième point à retenir, c'est vraiment, on va dire, comme dirait quelqu'un, c'est la complicité de certains acteurs publics qui sont pieds et mains liés avec ces entrepreneurs publics-là. Donc, premièrement, il y a la SNCF,
C'est vrai que la SNCF, c'est le deuxième propriétaire foncier en France. Et la SNCF a mis en place une opération qui s'appelle l'urbanisme transitoire. Alors, c'est quoi l'urbanisme transitoire? C'est le temps qu'on établisse à nouveau un projet immobilier, on va justement installer des activités culturelles, une friche culturelle, quoi. En fait, ça, c'est très intéressant pour la SNCF parce que le temps que se développe le projet immobilier, c'est extrêmement long à Paris, hein, c'est une dizaine d'années en moyenne. On peut mettre en place des activités culturelles et rentabiliser l'espace. On fait vraiment l'optimisation foncière, puis c'est beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas à payer à une société de gardiennage pour surveiller l'espace. Et au-delà de faire l'optimisation foncière, on fait aussi de la spéculation immobilière. Ça veut dire que le temps quand on met un espace culturel, une friche culturelle sur cet espace-là, en fait, on va attirer un nouveau public. Et du coup, pour la SNCF, c'est beaucoup plus facile de vendre ensuite son projet immobilier, quoi. Par exemple, Grande Contrôle, donc, qui était ici à La Chapelle, dans le 18e, c'était pas un des quartiers les plus appréciés, les plus valorisés sur Paris. Mais pendant 2 ans, ça a été tellement un grand lieu de la hype, de la branchitude parisienne, avec tous les guillemets qu'il y a autour, que justement, ils ont pu survendre, survaloriser leur espace, leur projet immobilier. Et encore pire, c'est que ces friches culturelles ont servi de showroom. Ça veut dire que les promoteurs immobiliers se sont inspirés de certains éléments qu'il y avait au sein de ces friches pour mieux vendre le projet. Par exemple, la Grande Contrôle, ça a très bien marché parce qu'on s'est beaucoup inspiré de l'esthétique ferroviaire, les wagons un peu vintage, etc. Comme on a vu que ça a énormément plu au public, les nouveaux promoteurs immobiliers vont laisser quelques wagons, quelques anciens rails pour continuer à cultiver cet imaginaire-là. Et pour terminer sur la question du pouvoir public, il y a aussi un vrai soutien public qui est fait par la métropole du Grand Paris, par la mairie de Paris et par la région Île-de-France. Hein. Il y a quand même la mairie de Paris et le Grand Paris qui ont voté récemment le vœu que pour tous les prochains grands projets immobiliers dans la région, il y ait une friche culturelle, une friche éphémère qui soit mise en place. Et il y a aussi des appels à projets très réguliers de plusieurs millions d'euros d'argent public qui sont mis en place pour soutenir ce type d'initiative. Et peut-être pour terminer du coup sur cette question vraiment de la culture, il y a vraiment cette question de l'hégémonie aussi. Ça veut dire que tous ces lieux-là qui sont tenus par les mêmes entrepreneurs participent, un peu à lisser l'offre culturelle, quoi. Et on voit vraiment encore plus dans les friches éphémères. Moi, j'appelle ça le quatuor infernal pour les friches culturelles. Éphémère, c'est qu'on voit toujours des transats, une tireuse à bière, une table de ping-pong et de la musique électro. Alors ces quatre, si vous regardez, il y a ces 4 éléments, sont vraiment les éléments constitutifs de toutes ces friches-là. Et il y a même, pour avoir parlé avec un militant anti-gentrification à Belleville, qui disait la créativité s'arrête là où il y a une tireuse à bière. Et c'est vraiment vrai qu'on voit que... Pour terminer là-dessus, il y a aussi une grande question, pour terminer sur cette question de gentrification, il y a une question qui est vraiment intéressante, c'est aussi la question de l'accaparement. Comment en fait ces entrepreneurs vont se réapproprier ce qu'on crée des collectifs avant, quoi. Par exemple, la Bellevilloise, peu de personnes le savent, mais c'était une grande coopérative ouvrière qui a été montée quelques années après la Commune de Paris de 1871. Et c'est vrai que tout le marketing, on va dire la Bellevilloise, est entièrement construit autour de ça. Ça veut dire qu'ils vont vraiment mettre en avant, c'est le Paris de 1871-1877, on est dans la même continuité historique. Jaurès a fait ses grandes conférences à la Bellevilloise. Aujourd'hui, vous pouvez toujours trouver des grands conférenciers. Bon, alors, on a toujours des gens comme Edgar Morin ou Hubert Reeves, mais ce qui ne dit pas, c'est qu'il y a quand même la BNP Paribas ou des gens peu fréquentables comme Nicolas Dupont-Aignan qui vont faire aussi leurs conférences à la Bellevilloise. Il y a aussi un des derniers lieux qu'a pris la Bellevilloise, qui est juste à côté, rue de Ménilmontant, qui est devenue une friche éphémère les 2 étés derniers, qui s'est mis en place d'un ancien squat qui était très connu dans les milieux libertaires, qui s'appelait la Miroiterie, qui a été un espèce d'îlot contre-culturel très connu à Paris. Il y a même eu à l'époque un article dans le New York Times pour parler de cet espace-là qui pendant 15 ans a animé toute une scène musicale. Ces gens-là, donc Renaud Barillet et Fabrice Martinez, hein, l'ancien monsieur pub de Canal+, se sont réappropriés cet espace pour faire un spa avec une haute valeur artistique contemporaine qui va s'appeler le spa de la Miroiterie. Ils se sont vraiment réaccaparés le nom, et même quand on se balade dans cette friche-là, on voit vraiment toute cette espèce d'esthétique squat, un peu DIY. Alors on va laisser un peu exprès des palettes en bois,
On va laisser un peu les anciens graves pour un peu jouer sur cette esthétique un petit peu sexy pour attirer une certaine catégorie de personnes. Alors, je vais demander à José Manuel, qui connaît mieux que moi tout ça, de réagir, parce que l'enquête de Michael, qui est au scalpel, elle détruit un peu l'illusion du tiers-lieu. Hein. C'est l'expression, tu n'en as pas parlé, mais qui a été forgée à cette occasion en disant, au fond, on n'est ni l'État ni le privé, on est un tiers-lieu. Et le diagnostic, hein, ces tiers-lieux excluent symboliquement les habitants les plus précaires du quartier. Alors, José Manuel, la réussite du 104, on est dans le quartier le plus populaire de Paris, avec même le niveau des inégalités dans tous les immeubles alentours, une réalité très, très forte. Et la rue du 104 est une rue ouverte. Alors, par rapport au côté part d'ombre de tout ça, comment on invente des parts de lumière? Alors, je ne vais pas contester, y compris certains éléments de langage pour qualifier ces friches. C'est dit en langage diplomatique, ça. Non, mais non, ça veut dire qu'il dit vrai, quand même. Je vais rentrer maintenant, parce que j'étais même un peu plus méchant que lui sur certaines friches, mais je voulais juste dire qu'il y a un type de friche qu'il n'a pas identifié exactement, et en fait, ça tourne autour de la définition du mot culturel. Parce que moi, certaines de ces friches, je les appelle les lieux, c'est pas des lieux culturels, c'est palettes et limonadiers, en fait. Donc c'est pour vous dire un peu, vous voyez, pour faire coquillage et crustacés, référence à ce film de haute teneur intellectuelle. C'est déjà un élément que vous n'avez pas relevé, c'est dans ce mot culturel, en fait, c'est un peu un mot fourre-tout, on le sait tous. Au fond, on peut tous définir derrière le mot culturel, on peut tous, en tout cas, donner sa propre définition. C'est d'ailleurs le propre de ce mot, c'est qu'il permet à chaque fois à chacun, sauf que la distinction qui existe entre, on va dire, certains bâtiments industriels qui ont trouvé une autre fonction, qui est une fonction qui vise à ce que les citoyens se rassemblent autour d'une activité dite culturelle, il y a deux éléments qui distinguent encore dans les catégories que vous avez fait. C'est un, quand la force publique décide, elle, d'intervenir directement, et non pas ni historiquement parce que c'est un privé qui l'aborde ou parce qu'un collectif s'en est saisi et qui l'a transformé, ce qui est le cas ici. C'est juste pour le... Et c'est le cas, par exemple, de la friche de la Belle de Mai. Et c'est le cas de Lieu Unique à Nantes, et c'est le cas à Calais de son nom me revient plus à l'instant, une friche absolument formidable. Et donc déjà, ça apporte une grande distinction. Mais vous savez pourquoi? Parce que derrière le mot culture, il y a un mot qui, au fond, détermine aussi quelle est la fonction sociale et sociétale de ces mots, c'est artistique. C'est simple. Mais ce mot-là, il crée le décalage et qui crée au fond la responsabilité de ces lieux. C'est-à-dire dans tout ce que vous avez dit, que je rejoins en partie, ces lieux, ils ont une fonction qui est une fonction qui, d'ailleurs, d'un point de vue sociétal, remplit un certain nombre de fonctions, puisqu'il y a des gens qui s'y réunissent, que visiblement ça marche et que le modèle se reproduit. Donc ça a une fonction culturelle, ça remplit. Mais est-ce que ça a une fonction esthétique, artistique, c'est-à-dire avec une vision sur la société qui vise à considérer que les artistes contribuent à modifier la société et à créer de nouvelles fictions? Ça, c'est la différence. Et pardon, cette chose-là, elle est radicalement différente. Donc, moi, je ne peux pas comparer les choses ici entre le 104 et les friches que vous avez décrites, qui pour certaines, à l'intérieur, il pourrait y avoir aussi des nuances. J'ai été considéré pendant très longtemps comme un des spécialistes de ces questions-là, y compris je me suis opposé au rapport L'Extrait, qui était le premier rapport qui avait fait l'inventaire des friches en France. C'était un secrétaire d'État qui l'avait commandé à Fabrice L'Extrait, qui est l'un des restaurants qui est toujours en place à la friche de la Belle de Mai et qui était ici au 104, mais que je n'ai pas souhaité conserver. Pour des raisons qui rejoignent assez un peu ce que vous dites. Faites juste attention, c'est une précaution et c'est pas du tout diplomatique, c'est de dire attention, culturel, c'est un mot fourre-tout. Et évidemment qu'il y ait là-dedans des initiatives qui sont des initiatives qui visent à rassembler le citoyen autour de questions de société dans des endroits qui apparaissent comme plus libres et qui, au fond, sont activés par d'autres visions que celles que ça laisse apparaître. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je dis, pourquoi pas à partir de moments où ils ne nous le cachent pas. Et c'est un peu ça que je conteste. C'est qu'effectivement, derrière ça, il y a un peu une sorte de vernis qui cache la réalité. Mais après, vous avez toutes les autres friches, historiquement, qui sont issues d'autres mouvements, qui sont, au fond, ces grands bâtiments qui étaient dans des centres-villes, et ça, c'était un phénomène en Europe, et où, à un moment, après les squats, certaines collectivités, notamment territoriales, avant l'État, ont décidé qu'elles devaient avoir une vocation pour répondre aussi, à la fois au désir du citoyen
de pouvoir, au fond, participer à une vie artistique et culturelle, mais aussi aux artistes de disposer de nouveaux outils qui correspondaient à des formes contemporaines de fiction qui devaient échapper, au fond, au théâtre, qui était le théâtre à la française ou le théâtre à l'italienne. Si vous ne remettez pas ça, alors ça ne nous empêche pas d'avoir des transats. Ça fait 35 ans que je fais des transats, et vous savez une chose, et vous avez parfaitement raison. Ça a vexé les transats. Ah, pas du tout, au contraire, je le revendique. Je revendique même d'être le premier à l'avoir fait, c'est pour vous dire. Donc je revendique complètement, et c'est consubstantiel d'un certain nombre de choses, mais qui, quand vous traversez le lieu, si vous enlevez au transat la fonction qui est celle, au fond, de pouvoir piquer la sieste après avoir bu 2 ou 3 pintes de bière, mais d'être une fonction qui est celle d'être dans des états de corps différents ici, puisque vous avez que les gens réalisent des choses et que d'autres observent, et qu'il y a des temps de pause, c'est toujours la même chose, c'est la rigueur de l'observation. Un transat sur la plage, un transat dans un espace public, un transat dans une friche portée par un privé, un transat fait par un lieu public, eh ben, ça n'a pas la même fonction. Michael, une réaction rapide? Je vais répondre rapidement. Oui, effectivement, bon, après cette question, l'artiste, c'est vraiment, moi, il y a la question publique, effectivement, qui fait que le 104, c'est un lieu plutôt institutionnel, mais plutôt dans le bon sens du terme. Ces espaces-là revendiquent aussi la place de l'artiste. Après, ce que j'essaye de déconstruire dans l'enquête, c'est que justement, elle n'y est pas, et qu'elle est plutôt appréhendée comme juste un producteur de valeur, en fait. L'artiste, et ça, il y a des gens comme Signé, quand je parlais d'hégémonie culturelle, et cette façon de reproduction, comment c'est devenu un business model à part entière, c'est que par exemple Signé Arnouco, les gens qui ont la recyclerie, ont mis en place une formation pour pouvoir multiplier ce type de lieu-là en fait. Et pour eux, ils le disent clairement, un tiers-lieu, c'est juste un café, un restaurant où on va attirer un artiste qui va faire une prestation pour justement que les gens consomment en parallèle. Et ça, ils le disent, mais clairement, noir sur blanc. Donc il y a vraiment cette question-là de qu'est-ce qu'on va faire de l'artiste dans un espace comme ça. C'est un Est-ce que c'est un producteur? Oui, hôtel, voilà. Café, restaurant, à portée culturelle. À portée culturelle, voilà. Ils le définissent comme ça. Donc là, c'est de la dynamite pour détruire tout ce qu'on peut définir comme un espace comme ici, comme un espace culturel ou comme un espace expérimental, quoi. Mais pour terminer, juste la dernière anecdote pour voir jusqu'où on a été aujourd'hui. Il y a quand même quelques mois, il y a l'hôtel Normandie, qui est un grand palace parisien en plein centre de Paris, qui a dû refaire toutes ses suites. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire dans ces suites en travaux? Un bar éphémère qui s'appelle Le Squat, avec des vrais faux tags et du mobilier récupéré dans la rue. Donc ça va, on va très loin quand même avec ce truc-là. Ça, depuis Marx, on sait que le propre du capital, c'est d'être capable de tout récupérer et de tout recycler. José Manuel, une réaction? Non, je voulais juste, pour prolonger ce qu'il dit, il faut vraiment toujours effectivement regarder de près, au fond, de quelle est l'initiative, de qui est porteur de l'initiative. Et vous l'avez dit ici, c'est la force publique qui nous demande d'ailleurs d'avoir des rapports avec le privé pour arriver à tenir le modèle. Après, c'est des questions d'équilibre. Concrètement, aujourd'hui, pour vous donner une idée, le 104, la demande du 104 pour une privatisation du 104, elle est considérable. Le lieu pourrait être privatisé en permanence et ne plus avoir aucun problème de ressources. Le choix qui a été fait ici par la collectivité publique, c'est de considérer qu'il mettait de l'argent pour qu'il y ait des vocations, qu'il y ait une vocation artistique et donc qu'il y ait une vocation aussi en relation en fait avec cette demande artistique des deux points de vue, c'est-à-dire à la fois du public, des spectateurs, mais aussi des artistes. Cette simple virgule dans une phrase, elle change absolument tous les rapports. Et quand vous dites que dans ces tiers-lieux, ou en tout cas dans ces friches, effectivement l'artistique est un habit, vous avez parfaitement raison. J'ai un jour, puisque je participe, la plupart de ceux qui aujourd'hui travaillent sur ces friches et qui sont des urbanistes temporaires, comme on dit Yes We Camp ou autres, sont des amis. On vient de travailler au pavillon français à Venise avec eux et que je leur dis au fond quel est votre modèle économique. Ils sont dans une extrême précarité. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui participent à ces mouvements sont des vraies forces alternatives et qui produisent honnêtement un certain nombre de productions de biens et d'intelligence, mais qui sont pris dans des schémas économiques qui les dépassent un tout petit peu et qui fait que du coup ils créent de la valorisation, vous l'avez dit tout à l'heure, foncière et financière, et qu'eux-mêmes vivent dans une relative précarité. Et c'est là aussi, il faut aider, et c'est l'un des sujets qu'on a traité il n'y a pas longtemps, puisque l'une des équipes d'architectes qui mène aussi ces réflexions autour de l'économie circulaire et de toutes ces économies alternatives s'appelle Encore Heureux, vous en avez peut-être entendu parler, ils sont résidents aussi ici, et il y a très peu de temps, on a réuni l'ensemble de ces collectifs qui servent de substance à animer au fond ces lieux, à essayer de trouver des solutions économiques qui ne les emprisonnent pas dans des schémas économiques qui les dépassent avec cet alibi artistique. Nous savons aujourd'hui, je peux vous le dire, qu'aucune
des friches que vous indiquez d'un point de vue artistique n'ont jamais permis à aucun artiste, je le dis de manière définitive, aucun artiste de réintégrer le réseau professionnel des artistes. Ça n'est pas le cas des autres friches de lieux uniques, par exemple de toutes ces friches. Toutes ces friches ont produit des artistes qu'aujourd'hui vous allez voir sur toutes les scènes du monde entier, donc qui ont produit de la richesse tout d'abord pour les artistes. Alors, avant de voir s'il y a des réactions dans la salle, Jean-Marie ou Jean-Arnaud, vous voulez réagir? Non, moi je veux juste. Je trouve l'enquête évidemment hyper intéressante. Moi j'avoue que je suis un consommateur de ces lieux-là, j'y vais, j'avoue. Mais moi, ce qui me frappe. Réaction d'un consommateur de ces lieux-là. Ouais, c'est vrai, j'y vais le dimanche midi avec mes enfants, j'aime bien. Je vais par exemple, Grand Contrôle, j'y vais parfois, de temps en temps. Grand Contrôle, par exemple. Mais pour revenir peut-être à mon sujet, et peut-être juste pour faire un petit lien, ce que je trouve intéressant dans l'idée des tiers-lieux, comme on les définit rapidement, c'est que c'est aussi, il me semble, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, loin de là, évidemment, mais pour beaucoup d'entre eux, des lieux justement précisément où se réactivent aujourd'hui des débats d'idées. Et c'est intéressant de voir comment le 104, comment la Maison des Métallos à Paris, par exemple, la Colonie, des lieux comme ça un peu nouveaux, deviennent aussi des lieux justement précisément où des débats d'idées interviennent, s'activent, et qui est une manière pour moi, il me semble intéressante, symptomatique de voir qu'il y a un déplacement aujourd'hui précisément du débat intellectuel qui sort de l'académie en tant que telle, des colloques un peu classiques des universités comme on les connaît déjà, qui continuent à exister, mais avec des nouveaux lieux et qui sont très très fréquentés. Je suis toujours frappé de voir que ces lieux-là, pour des débats avec des penseurs parfois un peu obtus, font venir beaucoup de monde. Et c'est quand même intéressant et je trouve rassurant sur d'abord une demande sociale assez forte là-dessus et sur le fait que ça se déplace, quoi. Jean-Arnaud? Non, mais... Quel est le tiers-lieu oui, tout à fait, au Kosovo? Non, le débat est passionnant. Alors au Kosovo, il n'y en a pas encore, mais par contre, je pense pour le coup que l'enquête serait vraiment intéressante à être poursuivie à une échelle européenne. Et là, pour le coup, les Balkans sont toujours aussi un révélateur intéressant parce que certaines tendances que l'on peut observer partout dans le monde européen, industrialisé ou autre, sont, comment dirais-je, exacerbées dans les Balkans. Et c'est vrai que sur le Courrier des Balkans, on a raconté les histoires de pas mal de ces endroits en Slovénie, en Croatie, en Serbie ou ailleurs. Grosso modo, l'histoire, c'est quoi dans les Balkans? Il y a des États qui ont peu de moyens, qui en tout cas choisissent de ne pas du tout investir dans la culture. Donc ça dégage finalement dans un contexte de désindustrialisation, puisque la tendance est la même partout. Il y a plus d'industrie, donc on fait de la culture avec toutes les ambiguïtés du terme culture. Et avec ça, les friches industrielles, justement. Voilà, ça c'est la tendance générale. Donc dans les Balkans, les friches industrielles, on en a une très sérieuse quantité. Comme l'État est totalement absent sur la culture. Il y a des gens qui ont investi ces lieux pour faire des choses de très grande qualité, mais là, pour le coup, de manière, je dirais, plus violente qu'en France. Et c'est de ce point de vue-là que les Balkans sont souvent un révélateur de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on prend moins de gants en disant ça va plus vite. Il y a une reprise de ces lieux, soit par les États, soit par des plutocrates quelconques, qui se fait de manière, je dirais, avec un peu moins de finesse que dans les lieux que tu as évoqués, Mickaël. En complément, puisqu'on a ouvert avec un grand débat sur les Gilets jaunes, sous la plume de Jean Arnaud et de Laurent Gélin, vous n'oubliez pas qu'il se passe plein de choses dans les Balkans, du même genre, de mouvements citoyens, sur la corruption et tout, et actuellement avec beaucoup d'inventivité. Il nous reste, je dirais, 10 minutes. Est-ce qu'il y a une intervention, une question, une main qui se lève? J'en vois une. Voilà. Je vais... Comment? Ben non, mais... Je sais pas si on y arrive en fait, c'est ça le truc. Je me suis peut-être lancé... C'est pas celui-là. Il n'est pas assez long. Merci. Bonjour. Moi, j'aimerais rebondir sur l'enquête de Mickaël Correa que j'ai trouvée vraiment passionnante et avec laquelle je suis absolument pas d'accord. Donc, voilà. On a eu la grande chance de pouvoir une discussion sans clash. De pouvoir lire cette enquête qui a été très développée sur de nombreuses pages, qui effectivement a fait réagir de nombreuses personnes. J'ai un peu regretté par contre que, bon certes c'est cohérent, vous soulevez des problématiques qui sont vraiment intéressantes sur la gentrification, sur la spéculation immobilière, sur le lien entre la culture et des acteurs privés. Tout ça, c'est bien montré. Après, je pense que vous avez quand même mis de côté un certain nombre de choses, de complexités sur la difficulté en termes économiques de porter ces projets, sur l'implication de l'État, parce que le 104 est certes un très très beau projet, et c'est un projet qui est porté par une vraie volonté politique,
dont les autres tiers-lieux. Moi, tiers-lieux, j'aime pas trop ce terme parce que c'est comme la culture, tout le monde y voit un peu ce qu'il veut y voir. Mais je trouve que dans ces friches culturelles, il y a des initiatives et des choses qui sont très intéressantes en termes d'urbanisme, en termes de réflexion sur ce qu'est la culture, sur la mise à disposition auprès d'habitants, de locaux, d'associations, d'outils qui sont permis par ces gens-là. Donc je trouve que vous allez un tout petit peu vite sur la condamnation de ces acteurs-là, quand bien même c'est des entrepreneurs privés qui participent à la gentrification et qui sont liés à des promoteurs immobiliers ou à des enjeux financiers qui les dépassent. Vous parliez par exemple d'Encore Heureux sur le projet de la piscine de Saint-Denis, sur lequel Coldplay n'a pas fait main basse. Je trouve pas ça très élégant de dire qu'ils ont fait main basse dessus. Je le porte ce projet, donc je... D'accord. Donc oui, c'est la boîte noire dans les articles de Mediapart. Non, mais c'est vrai de dire aussi d'où on parle. C'est très bien, c'est très transparent. Donc je le dis, mais voilà, Okay, je vous félicite parce que l'enquête est intéressante, mais je suis pas trop d'accord avec. Alors, on va prendre une deuxième interpellation ou question avant qu'on réagisse. Est-ce qu'il y a une autre main? On a cru qu'il y avait une autre main, mais il n'y avait pas d'autre main. Donc, Michael peut répondre déjà. Voilà. Oui. Merci. Oui, pour répondre brièvement. Bon, effectivement, c'est la chance de la revue du Crieur, c'est qu'on peut faire vraiment du long format et donc vraiment un peu déployer une certaine pensée. Après, effectivement, bon, j'ai pas du tout parlé déjà de toutes les initiatives ultra réjouissantes qu'il y a aussi en parallèle. Encore une fois, juste ici, à quelques centaines de mètres, il y a le collectif Curie-Vavard qui tient un lieu qui appartient aussi à la SNCF, qui fait des choses vraiment super intéressantes. Et puis, donc j'aurais pas pu revenir sur tout. Il y a même eu l'idée au Crieur de faire un second papier, mais plus avec cet angle-là pour démontrer ces alternatives réjouissantes. Et ensuite, oui, moi je fais quand même bien le distinguo dès le début de l'enquête entre les lieux qui sont vraiment réappropriés par des acteurs privés. Parce qu'il faut savoir quand même les lieux qui sont comme le 104, qui sont tenus par des acteurs publics, dans le contexte économique actuel, c'est quand même quelque chose qui se raréfie de plus en plus, quoi. Et au cours de mes entretiens avec des personnages comme Renaud Barrélé, donc la personne qui tient Good Place et la Bellevilloise, il a dit clairement qu'il se positionnait, enfin, il disait justement, on a besoin des acteurs, d'entrepreneurs privés pour ouvrir des nouveaux espaces comme ça. Alors moi, pourquoi pas, hein. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des entrepreneurs privés. Moi, ce qui me dérange après, c'est plutôt le côté hégémonique. C'est ce que j'essaie de démontrer un peu. C'est ce que je vous ai démontré un peu brièvement, mais il est un peu plus poussé au sein de l'enquête. Et surtout aussi comment ça sert un certain comment dire, une idéologie, c'est pas le bon mot, mais un certain marketing territorial que promeut le pouvoir, enfin les pouvoirs publics, ici en tout cas sur Paris, quoi. Quand je parle de gentrification, c'est pas un mot anodin, dans le sens où il y a une vraie volonté, moi je pense de la part de la région Île-de-France et encore plus de la métropole du Grand Paris, d'attirer au sein de la métropole parisienne certaines classes de population qu'on pourrait appeler plutôt les créatifs, hein. C'est ce qui est aussi dans les documents des élus, qui seraient, ça c'est l'espèce de théorie qu'ils ont et qu'on a aujourd'hui un peu partout en Europe et dans tous les centres-villes des grandes métropoles européennes, c'est d'attirer ces classes créatives qui seraient moteurs de développement économique, quoi. Et qui se fait bien sûr à chaque fois au détriment des classes populaires. Pour revenir sur Saint-Denis, rapidement. moi, je suis pas. Oui, non, en 2 secondes. Bon, moi, ce que m'a dit Renaud Barrélé, c'était bon. Il y a eu un appel à projet quand même. Ce que je mets aussi à chaque fois dans l'enquête, c'est comment ces gens-là remportent systématiquement tous ces appels à projet. C'est quand même un truc de dingue qu'à chaque fois ces gens-là. Alors, la personne va dire, c'est un appel à projet. Chacun peut y aller comme il va avec son projet. Mais c'est une vraie arnaque. Sérieusement, c'est une vraie arnaque intellectuelle parce que la moindre petite asso, c'est sûr qu'elle va pas y aller, quoi. Et ça lui-même le reconnaît in fine, il y a des phrases que je n'ai pas mis dans l'enquête, mais lui-même le reconnaît in fine, qu'une structure que Cultplace a ce rôle-là un peu hégémonique, parce qu'il remporte, ces sociétés-là remportent de plus en plus. Plus on a d'appels à projets, plus on peut en avoir. Donc, José Manuel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, juste dire que c'est vrai que l'un des dangers qu'on pointe, encore une fois, y compris dans ces modèles privés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a vraiment à regarder dans le détail parce que tous les acteurs ne se ressemblent pas, même si vu de l'extérieur comme ça, il y a une emprise du privé.
Il y a des privés qui laissent à des acteurs totalement atypiques mettre en œuvre des formes de sociabilité qui sont extrêmement intéressantes et qui produisent effectivement des débats qu'on trouve dans peu d'endroits. L'un des dangers réels, c'est qu'aujourd'hui ce soit un peu le modèle majoritaire et qu'au fond ça amène les forces publiques à considérer qu'au fond, à bon compte, on peut libérer des espaces pour le citoyen qui sont en fait des espaces de rencontre mais qui sont sous couvert de consommation réellement, en plus de tout ce qui a été dit, et qu'au fond ça les dédouane de réfléchir à une action culturelle et artistique. Et c'est ça l'un des dangers réels, c'est que d'un seul coup, ce modèle qui est un modèle au fond qui coûte moins en apparence à la collectivité, dédouane la collectivité de réfléchir à ce qu'elle veut comme modèle dans sa cité. Et à partir de là, évidemment, il y a une sorte d'entente, on pourrait dire non explicite, mais quasi, on va dire comme ça, dans l'air du temps, qui fait qu'on s'entend sur des choses sans vraiment s'en parler. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas la même intention, et ça n'engage pas la même vision d'une société que de vouloir un lieu comme lieu unique, la friche de la Belle de Mai ou à Calais, le lieu que j'essaie de me rappeler et qui est le tout premier et le plus important, vraiment, ou le 104, eh bien forcément ça engage une collectivité à réfléchir au fond à quel type de société elle veut, et en tout cas ça l'engage en première ligne. Et ça, c'est évidemment une vraie différence avec les autres modèles dont on a parlé tout à l'heure. Bien, merci à tous les quatre. Donc ce débat... Sauf si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, on va devoir, parce qu'il y a d'autres débats. En fait, ce débat illustre... En fait, quand on a créé ça avec la découverte, c'est l'idée d'une sorte de laboratoire, comme était un peu Mediapart. Mediapart, laboratoire numérique, participatif, mais là, laboratoire sur quelque chose qui ne se fait pas. Dès qu'on pense dans la presse culture, on pense critique. Critique de films, critique de livres, critique de spectacles. Et là, on a, au fond, voulu mettre notre savoir-faire, qui est le droit de savoir, l'enquête, sur un territoire où on ne la pratiquait pas, où on la pratiquait très peu, ou à la marge. Enquêter sur des idées, enquêter sur l'œuvre de quelqu'un et son rapport aux médias. On l'a fait sur Onfray, on l'a fait sur Badiou et sur d'autres. Enquêter sur un débat comme celui-là. Oui, justement, je déborde de 3 minutes, mais on a démarré, nous, avec 10 minutes de retard, mon cher Romaric. Voilà, et donc, c'était juste pour dire ça. Et en remerciant nos 4 amis, pour vous présenter nos excuses, parce que contrairement à des règles qu'on essaye de faire vivre à Mediapart, ce débat ne respecte pas le fait de penser à la moitié du monde. Nous sommes 5 hommes et on essaye de manière volontariste à Mediapart de se mettre en cause là-dessus. Ça, voilà, au passage. Pour vous dire que le débat qui suit, Romaric Gaudin, qui me faisait les grands signes, va l'animer. C'est « A-t-on besoin encore, ou a-t-on encore besoin plutôt, de croissance économique ?» Et donc, vous avez de quoi débattre. Et au même moment, à l'autre bout, à l'espace partenaire, si c'est le débat sur la culture et non pas l'économie qui continue à vous intéresser, à la même heure, là, commence comment la culture raconte le monde et pourquoi est-il important de la défendre la culture avec beaucoup de nos partenaires, les Sud à Arles, Tinc, les lectures sous l'arbre, images singulières. Merci à... Merci. Juste une information. Tout à l'heure, je vous parlais du lieu à Calais. Je viens de retrouver le nom, le Chanel à Calais. Voilà. Le tunnel Chanel.